Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant consacré à penser les images. Et notre premier invité est Philippe Descola. Philippe Descola, vous êtes médaille d'or du CNRS, vous êtes professeur émérite au Collège de France. Alors, est-ce que vous êtes anthropologue ou ethnologue? Moi, je vois pas bien la différence, mais peut-être vous aurez l'occasion de l'expliquer, j'en sais rien. En tout cas, de vous, j'ai lu Par-delà nature et culture, c'était chez Gallimard, et surtout votre enquête extraordinaire aux éditions Terre Humaine, Plomb Terre Humaine, qui était Les lances du crépuscule. Et alors, vous venez de publier un livre qui s'appelle Les formes du visible au seuil. Alors, en fait, vous poursuivez une trajectoire qui a été entamée il y a 50 ans chez les Indiens Achuar et en Haute-Amazonie. C'est là où vous avez fait vos premiers travaux d'observation. Alors, pour vous, je dirais pour nous, la nature est le décor inerte de l'histoire des hommes, une toile de fond à l'épanouissement des cultures. Et ce rapport entre nature et culture sur lequel vous êtes intervenu vous amène à constater que ces populations décèlent dans les plis du monde des continuités et des discontinuités différentes. Et en fait, les animaux, les plantes, certains objets sont traités comme des personnes par ces hachoirs. Et ils sont au fond mus par une âme. Et vous appelez ça fréquentation d'un monde animiste. Et pour vous, cette fréquentation d'un monde animiste caractérise les images qui, au fond, sont celles de la quotidienneté de ces populations. Alors, comment ça s'investit dans les images? Vous parlez de figuration. Alors, j'aimerais que vous définissiez ce mot, figuration, au départ, pour savoir comment vous vous êtes rendu compte que les images, au fond, qu'avaient ces populations n'étaient pas les mêmes que les nôtres. Alors, il faut peut-être une petite correction, c'est-à-dire que je m'intéressais moins aux images à l'époque que par la suite. L'itinéraire que vous avez retracé est tout à fait juste, c'est-à-dire que j'ai découvert dans un coin perdu de la Haute-Amazonie que les conceptions que j'avais de la séparation entre nature et société ou nature et culture n'avaient pas cours pour d'autres collectifs, en particulier ces Achuar, qui en effet voyaient des continuités entre humains et non-humains, là où nous voyons des discontinuités, c'est-à-dire du point de vue de l'intériorité morale, en somme, puisque les plantes et les animaux avaient une âme, mais qui voyaient au contraire une continuité ou une discontinuité plutôt, là où nous voyons une continuité, c'est-à-dire dans le fait que les plantes, les animaux, les esprits ont des mondes qui leur sont propres du fait de leur capacité physique, ce qui va à l'encontre au fond de l'idée que nous sommes des êtres parmi d'autres dans un monde soumis aux lois de la nature, aux lois de la physique, de la biologie, etc. Et cette découverte un peu naïve et qui me permet de répondre en partie à la question que vous posiez tout à l'heure, si je suis ethnologue ou anthropologue, qui est une découverte d'ethnologue, puisque c'est une découverte que j'ai faite sur le terrain, m'a conduit au retour du terrain à me pencher sur la question plus générale des formes de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains, dont la nôtre, celle que j'avais amenée avec moi dans mon outillage mental sur le terrain, la séparation entre la nature et la société, le naturalisme. Ce que j'ai appelé le naturalisme par la suite, contrasté avec d'autres formes, d'autres façons d'opérer, de repérer, de détecter ces continuités et ces discontinuités. Celles que j'avais repérées chez les Achuar, je les trouvais par ailleurs présentes dans d'autres régions du monde, et j'ai appelé ça l'animisme. Et ensuite, j'ai continué cette enquête. Et c'est cette enquête, au fond, qui m'a conduit à m'intéresser à la figuration, parce que d'abord ces deux premières formes de repérer des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains, j'ai vu qu'elles étaient communes pour l'animisme bien au-delà de l'Amazonie. Par exemple, vous citez l'Alaska, par exemple. Oui, l'Alaska, le nord de l'Amérique du Nord, la Sibérie, certaines régions d'Asie du Sud-Est, etc. Et ça n'épuisait pas toutes les formes de continuité et de discontinuité. Et donc je me suis intéressé à quelque chose qui ne cesse de fasciner tous les intellectuels européens depuis la fin du XIXe siècle, à savoir le totémisme australien, qui, lui, est fondé, au contraire, sur le fait d'opérer des continuités tant physiques que morales entre des humains
et des non-humains à l'intérieur d'un groupe totémique qui va hériter de ses qualités physiques et morales d'un prototype ancestral. Là, les aborigènes australiens sont, j'allais dire, exemplaires de ce mode de... Du totémisme, oui, absolument, qu'on retrouve dans d'autres régions du monde, mais il a été admirablement décrit pour l'Australie, et donc c'était une troisième forme de repérer des continuités, des discontinuités. Puis la dernière, c'est une forme qui était, au fond, qui nous était familière à nous, puisque elle a constitué notre passé, à la fois dans l'Antiquité et médiévale, que j'ai appelé l'analogisme, parce que la pensée, le raisonnement analogique, y joue un rôle absolument central, et qui est fondé sur le principe que tous les éléments du monde sont séparés par des petites discontinuités. Quand je dis d'éléments, ce sont des êtres, des morceaux d'êtres, des états, des situations, etc., qu'il faut pouvoir réorganiser tout ça. C'est ce que vous dites d'ailleurs, hein. Vous évoquez le caractère extrêmement divers, éclaté des représentations imaginaires, et vous parlez même d'un sentiment de désordre, de panique. Oui, c'est tout à fait étonnant. Et disons en fait que l'approche analogique tente d'y mettre un peu d'ordre, justement. Voilà, il s'agit, en trouvant des correspondances entre ces éléments disparates, oui, de se rendre la vie moins compliquée. Et en particulier, l'analogisme est tout à fait caractéristique des régions du monde où on accorde beaucoup d'importance au système de prédiction, à la divination, etc. Donc je reviens maintenant à la question de la figuration. Ayant mis en évidence ces quatre formes de repérer des continuités ou des discontinuités dans les objets du monde. J'ai appelé ça par la suite soit des ontologies, soit des principes de mondiation. Alors qu'entendez-vous justement par mondiation? La mondiation, c'est une façon de faire monde. C'est-à-dire, il y a un grand... C'est une vision qu'on a de l'univers. En fait. C'est pas une vision. C'est ça, je voudrais insister. Une conception, non? C'est pas une relation. Non, c'est une façon de détecter des éléments saillants dans le monde et de les organiser en système. Or, ces éléments saillants... ce n'est pas le monde en tant que tel, nous en savons un peu grâce à la science. Nous ne dévoilerons jamais, au fond, la totalité des relations et des phénomènes qui le composent. L'espèce humaine aura disparu avant cela. C'est un projet très intéressant, c'est un projet propre au naturalisme, d'une certaine façon, dans son exhaustivité. Mais ce monde-là, il n'est présent dans sa totalité pour personne, même pour les savants les plus compétents. Il n'existe que sous des formes partielles, c'est-à-dire sous ce que nous en percevons à l'intérieur de certains collectifs et que nous organisons en système. Donc ce n'est pas une vision, c'est une détection de certains éléments savants qui sont construits en système. Parce que parler de vision, ça suppose qu'il y a un monde qui est là que le naturalisme aurait dévoilé, dont il aurait dévoilé les lois, et que toutes les autres cultures et civilisations n'en auraient que des visions partielles. Parce que je suis marqué par le naturalisme. Vous expliquez que nous, occidentaux, nous pensons tous avec la vision naturaliste, justement, que j'ai prononcé le mot de vision, non? Voilà. Alors, revenons à la vision, donc, et revenons à la question de l'image, de la figuration. M'étant intéressé, ayant mis en évidence, au fond, ces formes de mondiation, ces systèmes de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains à partir de textes, c'est-à-dire en me penchant sur des mythes, sur des formules rituelles, sur des traités philosophiques, etc., je me suis dit, ça serait intéressant de voir si ces propositions que j'ai faites sont pertinentes concernant les images. Donc, il y a une douzaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser aux images de manière un peu systématique, et le livre que vous évoquez est le résultat de cette enquête. Et donc, j'ai commencé par m'intéresser à ce que les images figurent. Figure, c'est tout simple. C'est qu'est-ce qu'elles rendent visible de l'un de ces systèmes de mondiation, si je puis dire. Qu'est-ce qui, dans les objets du monde qui sont pertinents pour une culture, doit être rendu visible, de quelle façon, par quelle méthode, et qu'est-ce qui n'est pas pertinent pour cette culture, et donc qui va ne pas apparaître dans les images. C'est ça la figuration. Et donc, à travers la figuration, ce qui évite de parler d'art, parce que l'art, au fond, c'est quelque chose qui est très lié à un certain développement historique de la culture européenne. Parler de figuration, c'est simplement évoquer le fait que des gens que j'appelle non pas des artistes, mais des imagiers, produisent des figurations de leur monde et qu'en examinant avec beaucoup d'attention ces figurations, on arrive à repérer quelles sont les lignes directrices de ces grands modèles
de mondiation que j'avais mise en évidence à partir des textes. Alors Philippe Descola, vous nous expliquez quelque chose de très clair dans le passage du naturalisme à un autre stade qui est, au fond, un nouveau rapport au monde, qui est celui de l'analogisme. C'est-à-dire, dans notre société, on est quand même passé du naturalisme à l'analogisme. Et vous... À l'inverse. L'inverse. Oui, de l'analogisme au naturalisme, pardon. Oui. Et vous nous dites, j'en ai pris conscience avec les peintres flamands, Oui. parce que les peintres flamands ont préfiguré un nouveau rapport au monde qui s'est lentement déployé en Occident. Et alors, à vous lire, le cubisme pourrait être le démarrage d'une révolution similaire. Alors, j'aimerais que vous me disiez si, puisque vous parlez de quand même de cette transformation, vous êtes le Lévi-Strauss d'aujourd'hui. Vous avez succédé à Lévi-Strauss Sacher. Vous êtes structuraliste. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'histoire chez quelqu'un qui se réclame du structuralisme? Cette place de l'histoire et cette place de l'histoire et de cette évolution historique chez un structuraliste, ça m'a beaucoup étonné. Alors, en effet, il n'est pas impossible que le naturalisme soit animé par une dynamique historique. C'est difficile à considérer comme étant caractéristique du naturalisme par rapport à d'autres systèmes ou d'autres ontologies ou d'autres modes de mondiation, parce qu'on n'a pas la profondeur historique pour l'animisme, par exemple, ou le totémisme, qui nous permettrait d'en juger, qui nous permettrait, avec le temps, de voir comment ces régimes figuratifs se sont modifiés, se sont transformés. Néanmoins, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, vous l'avez dit, c'est que les grandes idées, au fond, du naturalisme qui ont été développées par les savants et les philosophes, les épistémologues, si on veut, du XVIIe siècle, Descartes, Galilée et bien d'autres, sont déjà visibles de façon incorporée dans les images 2 siècles plus tôt. Oui. Et j'ai fait l'hypothèse que Panofsky le disait pour la perspective. Il disait la géométrie, au fond, est née, la géométrie projective, elle est née dans les ateliers d'artistes. Mais je pense qu'on pourrait aller au-delà et de dire que le monde nouveau, le monde naturaliste, qu'on appelait le monde de la révolution scientifique, il est né d'une certaine façon de figurer le monde qu'on voit déjà apparaître chez les peintres flamands. Et pour ça, pour 2 raisons. D'une part, qu'est-ce qui caractérise le naturalisme? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est mettre en avant l'intériorité singulière des humains. Et on voit ça avec l'apparition de la peinture de l'âme, avec ces portraits absolument extraordinaires de Robert Campin dès le début du XVe siècle. Van Eyck. Ou Van Eyck, bien sûr, après, mais enfin, c'est une continuité. Campin, je pense, était quelqu'un qu'on connaît très peu, sa vie, mais il a été un pionnier absolument extraordinaire. Et d'autre part, dans l'obsession de figurer le monde dans tous ses détails, c'est-à-dire de montrer que les humains sont partis d'un monde homogène, organisé par des principes similaires. Et on voit ça, en effet, dès les premières peintures de Campin, bien sûr, après chez Van Eyck et chez d'autres peintres flamands. Et c'est une façon qui est spécifique à la peinture du Nord, de montrer ce que les peintres toscans, en tout cas de l'Italie du Nord, ont montré d'une autre façon par l'invention de la perspective, à savoir que le naturalisme, c'est la combinaison d'un regard complètement subjectif sur le monde, mais qui est ordonné à partir de ce regard subjectif avec les éléments mathématisables, en somme, de la géométrie qui construisent le monde à partir de ce regard subjectif. Donc les Italiens ont adopté une autre voie, mais cela bien avant, encore une fois, que ces principes soient thématisés dans des textes. Et donc vous citez d'ailleurs Léonard de Vinci qui écrivait que la peinture est une chose mentale, et ça me paraît évidemment au cœur du sujet, et c'est très important. Qu'est-ce que ça implique dans notre représentation du monde? C'est-à-dire que selon la célèbre formule, l'imitation de la nature n'est jamais imitation de la nature, on est plutôt dans la subjectivité, la transfiguration. Donc cette phrase est clé en quelque sorte. Ah oui, l'imitation de la nature, c'est l'intérêt que l'on porte à un monde qui est dans lequel les humains tiennent une part, bien sûr, mais qui sont mis et les humains et leur environnement est mis à distance précisément par leur figuration.
tout ce que j'écris, au fond, sont des choses qui sont très connues sur le naturalisme. Mais ce que j'ai souhaité mettre en évidence, c'est la singularité de la figuration naturaliste par rapport à d'autres formes de figuration, ce qui nous permet de revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le cubisme. L'essentiel des formes de figuration non naturalistes dans le monde sont fondées sur la multiplication des points d'observation. Alors que le naturalisme, et c'est encore plus net évidemment avec l'invention de la perspective linéaire, est fondé sur un point de vue unique. Et les cubismes, tout d'un coup, mettent à bas ces 5 siècles de figuration qui sont pour l'essentiel fondés sur un point de vue unique, en décomposant dans leur peinture des personnages, des lieux. Bon, Cézanne l'avait fait déjà avec les paysages de l'Estaque ou des choses comme ça. Mais là, ça devient tout à fait manifeste. On distribue, on fragmente en quelque sorte les points de vue sur un même être. C'est des choses qu'on faisait classiquement dans les enluminures du Moyen-Âge. Et donc, il y a une période qui a été caractérisée par cette obsession naturaliste, précisément, d'ordonner le monde à partir d'un point de vue subjectif, et qui commence à se fragmenter avec le cubisme. Et de la même façon que les peintres flamands ont préfiguré en quelque sorte dans les images un monde conceptuel ou une théorisation en quelque sorte du monde naturaliste qui est allé attendre 2 siècles pour se concrétiser. De la même façon, les peintres contemporains, à partir effectivement du cubisme, produisent des formes alternatives en quelque sorte de mondiation qui annoncent des mondes nouveaux que les philosophes, les anthropologues, les sociologues, etc., les écrivains, à tâtons en ce moment, essayent de discerner. Mais en fait, il y a comme un éclatement, disons, de la perception naturaliste ou de la vision naturaliste. Parce que, par exemple, vous nous donnez comme exemple Dali, emblématique de l'analogie. Alors donc, il ne serait plus dans le naturalisme, mais il serait passé dans l'analogie, justement parce qu'il y a la présence d'animaux, etc. J'imagine que c'est ça qui joue un rôle. Jackson Pollock, par exemple, s'est inspiré de l'imagerie chamanique, vous nous dites. Alors, cet éclatement, je reviens sur ma question de tout à l'heure, sur le processus historique. Est-ce que c'est un processus historique ou est-ce que c'est quelque chose que vous constatez et pour en faire quoi ? Parce que ces diverses conceptions de l'image, ces diverses, à quoi ça nous conduit? Et est-ce que ça va nous conduire, nous, disons, citoyens du XXIe siècle, à essayer d'adopter une pluralité d'ordres de ce genre pour pouvoir penser l'image? Alors, s'il y a une chose que les anthropologues partagent avec les historiens, il n'y en a peut-être pas énormément, mais celle-là, c'est de ne pas faire de prédiction de l'avenir à partir d'une connaissance partielle du présent et même du passé. Donc, c'est très difficile de faire des prédictions de ce type. Ce que l'on peut constater, en effet, c'est un éclatement des régimes figuratifs qui correspond aussi à une remise en question, une remise en cause de plus en plus nette disons, de la cosmologie naturaliste, une séparation entre le monde des humains d'un côté et le monde des non-humains de l'autre. Et elle a pris la forme dans l'art contemporain, je pense, d'une désinhibition des intuitions alternatives. N'importe qui est capable de faire l'animiste. Quand vous pestez parce qu'un soir d'hiver, votre voiture tombe en panne sur un plateau du Massif central balayé par les vents et par la neige, et que vous commencez à l'insulter, à lui donner des coups de pied, vous lui imputez d'une certaine façon une intention malveillante. Et en fait, nous passons notre temps à faire ça, à parler à nos animaux de compagnie, aux plantes que nous soignons, etc. Donc nous pouvons facilement mettre en branle des intuitions animistes de ce type-là que les peuples animistes, si je puis dire, eux ont systématisé qui font partie en quelque sorte ces intuitions de leur éducation et qui permettent de répondre pour eux à des questions
à des formes précisément de détection d'événements étranges dans leur environnement qu'ils vont interpréter à partir de ce qu'ils ont appris dans leur socialisation. Donc chacun d'entre nous est capable de faire ces choses-là, de faire ce genre d'intuitions. Les intuitions totémistes aussi sont des intuitions, au fond, qui sont fondées sur l'identité profonde entre un groupe social et un lieu. Et ça aussi, c'est des choses qui sont assez classiques et que l'on fait, dont on entend des échos même en ce moment d'ailleurs. Donc c'est pas des façons de penser exotiques, magiques, etc. C'est des intuitions que chacun d'entre nous peut entretenir, mais qui dans certains cas sont systématisées. Ouais. Eh bien, dans le cas de la situation contemporaine, du point de vue des images, en effet, il me semble que, en partie du fait de l'accumulation des images qui sont issues, au fond, des pillages coloniaux, qui ont commencé à arriver en Europe à la fin du XIXe siècle, les imagiers européens ont découvert des façons de faire, des façons de figurer tout à fait originales, qui ont suscité en eux une volonté de dépasser les codes du naturalisme. Et quel naturalisme? C'était le naturalisme pompier de la fin du XIXe siècle. Et cette façon de le faire a abouti à ce que ces imagiers ont suivi des voies qui leur étaient propres. Par exemple, vous citiez tout à l'heure Dali, et Dali est un analogiste en ce sens que ses tableaux sont fondés sur des systèmes de correspondance symbolique entre des éléments du macrocosme et du microcosme, etc. Mais il peut aussi faire droit à une intuition animiste, et je mentionne cela dans le livre, ce tableau très étonnant d'une tête de tigre royale qui, vue de loin, ressemble à un tigre, et qui, vue de près, est composé de petites têtes de Lénine inscrites dans des triangles. Eh bien, ce processus-là, il est fondé sur la commutation animiste, précisément, c'est-à-dire sur la capacité que les images animistes ont de rendre compte de ce phénomène absolument central dans l'animisme, qui est le basculement de perspective du point de vue sur le corps d'un être vers le point de vue sur son intériorité. Donc la métamorphose, c'est ça pour l'animisme. Et on le voit dans les masques d'Alaska, on le voit dans les peintures corporelles en Amazonie, etc., etc. Eh bien, Dali, il a fait ça. Il a fait ça dans ce tableau, c'est-à-dire qu'il a fait un pas de côté par rapport à son analogisme foncier pour produire une peinture animiste. Et donc, il y a une très, très grande diversité dans les... Et la distinction n'est pas toujours simple. D'ailleurs, vous notez que dans les classifications, parfois, il y a des cas complexes d'hybridation entre animisme et totémisme, par exemple, chez les Amérindiens. Et vous évoquez la thèse de Marjorie Alpine, où là, elle note bien qu'il y a une forte hybridation. Donc, il y a des cas, bien sûr, où la distinction est très difficile. Tout à fait. Alors, la distinction, elle n'est pas difficile, mais elle coexiste à l'intérieur d'un même ensemble culturel. En l'occurrence, ce sont les Tsimshian du nord de la Colombie-Britannique, à la frontière de l'Alaska, qui font des images à la fois totémistes et des images à la fois animistes, mais qui représentent quelquefois les mêmes choses, un aigle par exemple, mais les moyens de les produire, les imagiers qui les produisent sont différents, les circonstances dans lesquelles on les monte sont différentes, les façons dont on va les activer, parce que c'est un aspect aussi important, je pense, du livre. Je reprends de gens comme Friedberg, comme Bredekamp, comme Alfred Gell, etc., l'idée que les images sont actives, que ce sont des agents. Justement, c'est la puissance d'agir des images. Voilà. C'est ça que vous avez tiré d'eux, en fait, de leur travail. Il m'a paru très importante. Oui, alors justement, moi j'ai lu ça avec passion, mais justement, cette puissance d'agir des images, est-ce qu'elle est différente dans une société comme la nôtre, où quand même le naturalisme reste dominant, lorsqu'il s'agit d'images non marquées par le régime de figuration naturaliste ou non? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est accroché à son régime
Et est-ce qu'on a facilement la possibilité d'aller ailleurs pour essayer de lire autrement l'image? Ben, vous pouvez faire l'expérience. Vous allez dans un musée ethnographique, comme on disait jadis, un musée de culture, si vous voulez, et puis vous voyez, vous essayez de regarder. Alors évidemment, c'est très difficile parce que des masques que vous avez dans une vitrine ou des parures corporelles, elles ne sont pas destinées à être vues dans des vitrines. Ce sont des êtres qui les portent, qui les activent, qui les rendent vivants, qui nous interpellent, nous émeuvent quand on les regarde dans un rituel précisément. Et donc, il faut un travail d'imagination pour ça. Mais on peut considérer que la vie des images s'adapte aux différentes circonstances dans lesquelles on les présente. C'est-à-dire qu'un masque Yupik d'Alaska utilisé dans un rituel dans la maison commune et qui est fondé sur la commutation entre l'aspect de l'intériorité de l'animal qui est représenté au moyen de ce petit visage humain qui représente son âme, et puis les mouvements qui le figurent et qui représentent son corps, cette image-là, figée dans un musée à Berlin, eh bien, vous pouvez essayer d'imaginer ce qu'il en était de ces rituels, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour toute autre chose. Autrement dit, les images, elles ont une fonction dans les sociétés qui les ont produites pour ceux auxquels elles sont destinées, mais elles vivent leur vie après. Et donc leur puissance d'agir, elle s'exprime de façon très très diverse en fonction des contextes culturels où on les regarde. Mais vous nous dites par exemple qu'on a été éduqués, nous, naturalistes, enfin marqués par la figuration naturaliste, on a été éduqués au mimétisme. Oui. Et en fait, c'est par mimétisme éventuellement qu'on perçoit au fond la manière dont l'image agit. Comment se passe le passage du mimétisme à autre chose lorsqu'il s'agit d'images qui ont été marquées par d'autres types de figurations? Parce que vous vous dites, bon, le musée, ça va pas, parce que en fait, on voit pas le rythme, on voit pas les conditions dans lesquelles ça marche, donc laissons tranquilles les musées. Parce que je suis pas sûr que les musées aident beaucoup à comprendre. Alors, comment ça se passe concrètement pour que nous puissions comprendre ce qu'est la lecture des images dans d'autres régimes figuratifs? Mais ça peut se faire avec nos propres images. Vous évoquiez tout à l'heure Jackson Pollock et ses peintures en dripping. Il suffit de voir Pollock action painting, il suffit de le voir peindre pour comprendre que ce n'est pas du tout le mimétisme qui l'intéresse, c'est le mouvement même d'engendrement de l'image qui compte. Il suffit de regarder... j'ai vu une exposition à Arles il y a quelques mois de Pierre Huyghe qui faisait une installation tout à fait étonnante qui combinait des artefacts, un nid d'abeilles, un cylindre contenant des cellules cancéreuses qui provoquaient par leur multiplication des choix dans une série d'images présentées sur un téléviseur. Et tout ça constitue une sorte de milieu. Et ce milieu était un écosystème, si on veut, mais ce n'est pas un écosystème au sens classique, puisque c'est un écosystème artificiel et qui comprend à la fois des artefacts et des êtres vivants à différentes échelles, si on peut dire. Ben voilà une façon tout à fait originale de figurer un monde nouveau, qui est probablement celui dans lequel nous nous engageons, et qui n'est pas fondé sur le mimétisme. Il y a des éléments de mimétisme, puisqu'il y a des images mimétiques qui sont projetées sur cet écran de télévision. Mais le mimétisme n'est qu'un des aspects, au fond, de cette installation. Donc cette multiplication des formules, en quelque sorte, est tout à fait caractéristique je pense, de la période dans laquelle nous sommes engagés. Et pour revenir au rapport aux images qui sont arrivées massivement des empires coloniaux à la fin du XIXe siècle, je cite une phrase de Debrin dans une correspondance tout à fait... dans une lettre, il dit « Je viens d'aller au British Museum ». Et il est bouleversé par ce qu'il a vu, c'est-à-dire en fait la partie ethnographique du British Museum, mais en même temps, toutes ces formes, je les portais en moi.
je l'ai porté en moi. C'est ça qui est important, au fond. C'est-à-dire que ce qu'il a vu au British Museum, c'est quelque chose qui lui a permis, encore une fois, de se désinhiber, il était légitime, en somme, de peindre comme il le souhaitait, parce que d'autres l'avaient fait ailleurs, sans qu'il ne sache véritablement comment et pourquoi il l'avait fait non plus. Hein. Donc il y a véritablement une dimension formelle ici qui est très importante. Alors Philippe Descola, je retiendrai quand même comme point très important de votre travail l'idée selon laquelle, en fait, le naturalisme n'est pas réaliste. C'est-à-dire que rien n'autorise à affirmer que ce qui est appréhendé par l'œil, puis restitué au plus près dans une construction géométrique, serait plus réel que ce que donnent à voir d'autres modes de figuration. Et en fait, ce que vous nous apprenez, c'est à diversifier notre compréhension des modes de figuration. Si je peux réussir à faire ça, je serais ravi, parce que c'est véritablement ça l'objectif. Ça demande que l'école s'en saisisse. Hein. Voilà, ça demande une éducation du regard, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, toute la peinture naturaliste est fondée sur l'émulation de la vision humaine, c'est-à-dire c'est un procédé illusionniste qui a atteint des sommets dans sa réalisation, mais ça fait oublier que d'autres civilisations se sont intéressées à précisément multiplier les points de vue sur un même objet de façon à faire ressortir le maximum de qualité de cet objet. Autrement dit, alors on a les exemples bien connus parce qu'ils ont été notamment discutés par Lévi-Strauss avec le dédoublement de la représentation, c'est-à-dire ces exemples de la côte nord-ouest du Pacifique canadien dans lequel une figure d'ours, par exemple, qui semble en première approximation ressembler à un ours vu de face, est en réalité un ours dont on a déplié les deux côtés. De part et d'autre d'une ligne imaginaire. Ça se voit parce qu'il a une encoche dans le front qui est le départ, en somme, des deux profils. Des dispositifs de ce type-là sont extrêmement communs partout et, comme vous le mentionniez, ils ont pour objectif, effectivement, de déployer un beaucoup plus grand nombre d'attributs visibles d'un être, parce que le réalisme pour ces sociétés est fondé sur cette idée que plus on en sait sur l'être qu'on leur représente, mieux c'est. Merci Philippe Descola. Alors je rappelle que votre livre, qui sans doute marquera la décennie, s'appelle « Les formes du visible » et il est publié aux éditions du Seuil. Merci à vous. Pensez les images, deuxième partie. Sur le grill, nous avons face à face Jean-Philippe Domecq et Renaud Ego. Alors Jean-Philippe Domecq, vous êtes écrivain, artiste, auteur de Artistes sans art, de Misère de l'art, une nouvelle introduction de l'art du XXe siècle. Tout cela regroupé dans la Comédie de la critique, 30 ans d'art contemporain, qui est publié chez Pocket. Vous êtes aussi l'auteur Le film de nos films, parce que vous êtes critique cinématographique depuis très très longtemps, et vous avez regroupé vos critiques et vos analyses de ce que sont les cinéastes dans Le film de nos films, aux éditions Pocket. Vous avez publié aussi La monnaie du temps et autres textes politiques chez Pocket. L'ami, la mort, le fils, c'était un récit chez Thierry Marchès. Des exercices autobiographiques que j'ai repris justement hier, et ça m'a beaucoup touché au fond. Et puis une trilogie romanesque dans laquelle il y avait « Qu'est-ce que la métaphysique fiction ?» dont on aura peut-être l'occasion de parler. Alors, dans votre livre sur la cinématographie, vous nous dites que nous faisons de chaque film, au fond, mon film. À partir d'un film qui passe, on fait mon film. Et d'une certaine façon, on se coupe du monde ordinaire quand on est au cinéma pour un monde filmé. Et je voudrais savoir si, quand vous décrivez cet écran subjectif qui est devant l'objectif quand on est au cinéma, si au fond, vous n'êtes pas enchâssé dans le naturalisme dont parlait tout à l'heure Descola, et finalement, est-ce que vous croyez que vous parvenez quand même parfois à sortir d'un mode de figuration naturaliste? Vous posez la question sur le cinéma, déjà, à propos du cinéma. Les deux. Alors, pour le cinéma, au fond, l'expression populaire « se faire un film » est assez juste. C'est-à-dire que de tous les arts, le cinéma est probablement celui qui nous met le plus en situation de projection, car
pour tous les arts, il y a une projection. C'est le regardeur qui fait le tableau, comme dit Duchamp, c'est le lecteur qui fait le livre. Mais dans le cas du cinéma, il y a une situation tout simplement onirique. On se met dans une salle noire qui reproduit les conditions du sommeil et dans lequel, visiblement, il y a 2 écrans. La meilleure des preuves, c'est que les plus grandes disputes entre les meilleurs amis peuvent avoir lieu autour d'un film. S'il y a un désaccord sur un film, tout d'un coup, on s'aperçoit que ça crée une situation très, très crispante, parce qu'il y a un désaccord sur les subjectivités. Et je me suis aperçu, quand on m'a proposé de recueillir mes articles sur le cinéma, je me suis aperçu que je pouvais les diviser en thèmes, cinéma américain, allemand, ou les acteurs, etc. Et en fait, je me suis aperçu que sur plusieurs décennies, ça fait une autobiographie. Or, en même temps, il s'agissait de comptes rendus les plus objectivants possibles du cinéma. Et ça permet tout de même de rejoindre une vérité de chaque film, puisqu'on les a publiés dans une revue de cinéma. Bien, il en va de même pour tous les modes de... Alors, vous dites de naturalisme, figuration. Moi, je proposerais, et j'ai proposé dans mes livres sur l'art, un concept qui est peut-être encore plus englobant, c'est de représentation. Car il faut tenir compte aussi du fait que nous projetons aussi des signes, des prototypes du monde, au fond. L'homme a besoin de projeter des prototypes du monde. Et dans le rapport entre culture et nature, la différence entre le chat qui regarde un arbre et moi qui le regarde en tant qu'être humain, le chat peut être immobile devant l'arbre parce qu'il le ressent, je ne vais pas parler à sa place, bien sûr, mais visiblement il est immobilisé par la présence et sa présence au monde. Et nous sommes d'autant plus présents que nous interrogeons notre présence. Et ça m'a frappé dans l'histoire de l'art du paysage. J'avais écrit un livre sur Ruysdael et on s'aperçoit que le paysage intervient assez tardivement dans l'histoire de l'art et l'homme, tout d'un coup, se tourne vers ce qui est son environnement multiséculaire, multimillénaire, mais parce qu'il a cette interrogation. Il interroge le tronc d'arbre peint par Constable, le chêne peint par Ruysdael, les arbres qui sont peints par les différentes façons de voir le réel, les différents réalismes, dont le naturalisme n'est qu'une branche, sont à chaque fois une relation entre, je dirais au fond, de familière étrangeté. L'arbre, nous savons ce que c'est qu'un arbre, en même temps nous ne savons pas ce que c'est. Rilke dit que seul près d'un homme mort, on est moins seul que près d'un arbre, parce que l'homme mort est mort de la vie humaine, tandis que l'arbre vit d'une vie qui est indépendante de notre forme de vie. Et c'est paradoxalement ça qui fait notre volonté de l'appréhender. Et donc, c'est pour ça qu'on construit l'art, ce sont des prototypes d'attention au monde, me semble-t-il. Alors Renaud Ego, vous êtes poète, vous êtes écrivain, vous êtes critique littéraire, vous avez une palette absolument considérable de compétences, membre fondateur de la revue La Pensée du Midi. Vous avez écrit La réalité n'a rien à voir chez Castor Astral en 2006, Une légende des yeux, donc toujours tourné sur cette question de l'image. Une légende des yeux, je l'ai lu un peu comme une biographie à travers les images que vous avez. Un petit peu comme si vous nous racontiez quelque chose de vous-même à travers les images que vous regardez. Et puis, L'animal voyant, aux éditions Errance, et puis Le geste du regard, à l'Atelier contemporain, et puis enfin, vous êtes ici, publié au Castor Astral, qui est un poème monde assez étonnant. Alors voilà, en vous lisant, notamment dans ce dernier livre, mais aussi dans l'animisme, j'ai eu l'impression que les yeux s'emplissent du spectacle du monde, lorsque vous parlez de l'animal voyant, à la fois conçu et concevable, comme peut-être s'en contentent ceux des animaux, dites-vous. Et je me suis dit, tiens, voilà le totémisme de Descola qui affleure chez Renaud Ego. Alors je voudrais savoir si, au fond, dans votre manière de regarder les images, dans votre histoire littéraire propre, cette présence de l'animisme a changé votre façon de considérer le naturalisme? Alors, il y a beaucoup de questions dans celles que vous me posez, Antoine Spire, mais je vais juste commencer par cette récurrence du thème du regard qui, effectivement, est présent dans des livres assez différents. La réalité n'a rien à voir. C'est un poème, Une légende des yeux, c'est un ensemble de récits. C'est effectivement une sorte d'autobiographie à travers un ensemble de petits regards.
le regard, il n'est jamais uniforme, c'est une constellation d'images. D'ailleurs, nos yeux ne cessent de scier, ne cessent de se mouvoir, et c'est comme ça que nous construisons quelque chose comme une image. Mais à la fois je suis tout à fait d'accord avec Jean-Philippe lorsqu'il dit qu'il y a toujours deux projections qui se font face au cinéma, un écran intérieur et un écran extérieur. Et la prégnance du regard, de ce thème du regard, c'est chez moi au fond une orientation qui vise aussi à interroger ce que cette ontologie que Philippe Descola nomme le naturalisme, et qui est fondée tout de même sur une grande opposition du sujet, séparé du reste des existants, et séparé du monde. Alors il y a la culture, représentée par les humains, et puis le reste, la nature. Et bien de la même manière, dès que l'on questionne le regard, dès qu'on est en train de regarder, on est dans une situation où notre double identité d'individu séparé et puis d'être au monde, à l'intérieur du monde, bien se rencontre dans une sorte de conflictualité qui est, je dirais avant tout pour moi, une forme de joie, c'est-à-dire qu'il y a une orientation de ma pensée vers le dehors, dans une grande jubilation à regarder, qui est une forme de discipline spirituelle aussi, je pourrais dire, parce que dans cet exercice contemplatif, souvent je vais tenter de faire taire en moi le langage en tant que sitôt, et c'est difficile de faire taire en soi le flux de paroles, mais dès qu'on parle, dès qu'on énonce des noms, on est dans la représentation. Si je suis devant une grande étendue, devant un grand paysage, et que je commence à me dire ceci c'est un arbre, ça c'est un champ, voici la colline, voici la forêt, eh bien je les identifie, je les reconnais, mais peut-être est-ce que je ne suis pas dans la disposition de les connaître exactement comme on se présente au monde et le monde se présente à nous. Et vous voyez ce que veut dire dans la rencontre de deux êtres, la présentation. C'est à la fois une façon de faire connaissance et c'est une façon d'entrer en contact. Eh bien, dans toute cette méditation et jubilation autour du regard, il y a une volonté à la fois de sortir de moi, d'aller au-devant des choses et de les connaître dans un premier moment qui est un moment perceptif. Alors vous dites qu'il y a dans cette attitude quelque chose qui serait une sorte d'attitude animale. Ça n'est pas tout à fait faux, puisque je disais que je commençais par essayer aussi de taire en moi la présence du langage. Mais c'est Rilke qui a très bien parlé de ça dans la 8e élégie de Duino, en disant que les animaux avaient une disposition et peut-être un accès privilégié à ce qu'il appelait l'ouvert, le libre passage, le pur insurveillé que l'on sait, que l'on respire et que l'on sait. Donc il me semble que pour moi qui suis un écrivain et qui donc vais travailler avec le langage, il y a un certain type de connaissance par les sens, par la totalité des sens, par le regard parce que c'est un sens extrêmement puissant, mais par une disposition de tous mes sens dont je vais faire un préalable à mon travail ensuite d'écrivain. Et je dirais que c'est une attitude qui a pour but aussi de comprendre ma propre présence, et c'est pour ça que récemment, il y a eu ce livre qui s'appelle « Vous êtes ici » où peut-être je questionne ce que ça veut dire, cette locution. Jean-Philippe Domecq, vous ajoutez quelque chose encore, disons, à cette totalité décrite par Renaud Ego dont il se réjouit. En toute connivence avec ce qu'écrit Renaud Ego. Oui, mais vous ajoutez quelque chose... D'ailleurs, je peux le citer, j'avais envie de le citer. Mais vous ajoutez quelque chose qui est assez intéressant, parce que dans un très beau passage d'un de vos livres, vous dites... que je vous cite exactement, dans le métro, ce soir après le travail, personne n'a vu, mais une fille retenait ses larmes. Vous nous prévenez, personne n'a vu, mais c'était pourtant là. Personne n'était là pour voir, sinon lui qui regardait, le narrateur personne. Personne ne l'a vu et personne n'a vu. Et parce qu'effectivement, nous voyons bien peu de choses en réalité dans ce qui nous entoure, et nous aussi ailleurs. Et pourquoi ? Parce que nous vivons. Et en conséquence, comme nous vivons, nous ne voyons pas tout. Donc, alors qu'il décrit qu'on voit tout, vous nous expliquez non seulement on ne voit pas tout,
mais en plus, on ne voit pas quelque chose qui est absolument essentiel, cette fille qui pleure dans le métro. Mais c'est complètement en connivence. D'ailleurs, son titre « Vous êtes ici », on peut décliner les 3 termes. C'est tout le vaste monde qui est inclus là-dedans, et en même temps toute l'interrogation sur le monde. Le passage que vous relevez, qui est dans un de mes romans, c'est, au fond, c'est... Il y a 2 choses là-dedans. Il y a d'une part, au niveau du naturalisme, puisqu'on en parlait l'autre jour, tout à l'heure, pardon, la question sociale, c'est-à-dire qu'on est dans le métro et on ne fait pas attention les uns aux autres. On peut mettre ça sur le thème du divertissement pascalien, mais il y a aussi la distraction. La vie est une perpétuelle distraction qui ne nous laisse même pas le temps de nous rendre conscients de ce dont elle nous distrait, dit Kafka. Et c'est pourquoi le thème de l'attention est fondamental. Je rejoins Renaud Ego par rapport à la question du langage. Le langage peut, en effet, ne pas nous faire remarquer cette jeune personne qui pleure, parce qu'on considère que c'est banal. Donc il y a déjà des mots qui viennent, c'est banal. Et il faut des mots pour sortir des mots qui banalisent les choses, car strictement rien n'est banal au monde. Vous êtes ici. En soi, c'est déjà un étonnement fondamental d'être là. Et c'est la spécificité de l'être humain par rapport justement aux autres formes de perception que je ne diminue pas pour autant, bien sûr. Donc, si vous voulez, là, il y a aussi cette idée qu'au fond, on ne peut pas voir si on n'a pas le langage qui se dynamise, qui se révolutionne constamment, une révolution quotidienne du langage, dont les arts nous offrent des prototypes. Je reviens sur ce terme. Donc, il faut des mots pour déjouer les mots des mots, vous voyez, pour à chaque fois percevoir. Mais ce qui est véritablement vertigineux, c'est que, et qui est en même temps l'étonnement d'exister, dans ce qu'il peut avoir d'émerveillant, mais moi je vais par-deçà l'émerveillement, je ne sais pas si c'est émerveillant ou angoissant, c'est vertigineux de vivre, au sens où, en effet, nous avons le sentiment de passer notre temps à passer à côté. Et il s'agit d'élargir le champ de regard. Et heureusement, les arts nous permettent, les arts et la philosophie, la réflexion politique, etc., nous permettent, par le langage, de voir ce qui est sous nos yeux. C'est-à-dire que le proverbe chinois qui dit « l'ombre est toujours sous la lampe » est assez poétique par rapport à ça. C'est là, cet objet est là, mais est-ce que je le vois vraiment ? Donc notre réflexion sur le rapport à la nature vaut aussi pour ce que nous construisons. C'est exactement la même chose. Je vous donne un exemple. Nous sommes à la télévision. Il y a des multi-écrans maintenant qui permettent de voir plusieurs chaînes en même temps. L'humain s'est donné les moyens d'intégrer cela. Mais il y a longtemps, dans la peinture religieuse des retables, qu'est-ce que font les retables ? Ils décrivent les scènes de la Passion du Christ par plusieurs tableautins en dessous, plus ensuite soit la crucifixion, soit une chaîne du chemin de croix. Et c'est à la fois détaillé de manière analytique et en même temps synthétique. Donc l'homme a conceptualisé un prototype qui permet de voir à la fois en détail et de façon synthétique, ce que d'ailleurs on continuera à développer d'autres manières avec des techniques ultra sophistiquées d'aujourd'hui. Alors Renaud Ego, j'ai été frappé par le fait, puisqu'on a parlé de l'efficacité de l'image avec Descola, que vous vous intéressez beaucoup à l'efficacité de l'image et vous mettez en lumière cette efficacité en disant que c'est un moyen de contacter le monde, de le réfléchir, d'y agir. Et tout à l'heure, Domecq parlait de cette fille qui pleure dans le métro. Mais finalement, la question qui se pose, est-ce que ce n'est pas d'essayer de voir dans quelle mesure une image vous fait agir ? Eh bien, j'ai eu cette curiosité qui m'a conduit, sans savoir que ça allait m'occuper autant de temps, depuis 25 ans, à m'intéresser à une culture peu connue et à un art rupestre de grande qualité qu'on trouve en Afrique australe. Les Sans d'Afrique australe. Qui est l'art des Sans. Ce sont des peintures qui ont quelques milliers d'années et que j'ai eu la chance de connaître. Et je dirais que cette curiosité... Descola dirait que c'est analogiste. Hein. Non, c'est une culture animiste pour laquelle les Sans considèrent que un certain nombre de phénomènes, comme la pluie ou l'ensemble des animaux, possèdent une intériorité avec laquelle il est possible d'entrer en contact et avec laquelle il est possible d'avoir un échange
ce qui suppose aussi, du coup, une relation négociée, presque une relation contractuelle dans les droits et les devoirs que l'on se reconnaît vis-à-vis de ces phénomènes ou de Dans votre livre, de vous ces montrez animaux. les antilopes, et vous Oui. dites que le secret des antilopes, c'est ce mouvement qui est le leur, et vous essayez de montrer comment ce secret sort de l'image. Mais parce que ce qui m'a tout à fait étonné, c'est que nous ne croyons pas à la puissance des images, alors que jamais nous n'avons vécu dans une civilisation qui est à ce point saturée d'images, notamment publicitaires, qui ont pour but d'agir sur nos comportements et qui transforment nos comportements, voire notre pensée. Et pourtant, nous ne croyons pas à la force des images. Or, alors c'est pour ça que je me suis intéressé à ce qui faisait la puissance de la figuration, quand on parle de la figuration picturale par exemple, avec ce qu'est l'art figuratif. Parce que j'avais eu le souvenir d'une rencontre tout à fait éblouissante qui a été celle de la découverte des bisons de Font-de-Gaume. Il s'agit donc d'un art paléolithique que l'on peut encore voir aujourd'hui. Aux Aisies, je vois apparaître deux bisons qui sont représentés sur un relief de la roche. Et il y a une sorte de rayonnement et de présence que je ne m'explique pas très bien. Et donc j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que la puissance de la figuration. Ça m'a conduit à faire un travail où je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette invention de la figuration? Et c'est... il y a environ 35 000 ans, cette synthèse intellectuelle extraordinairement complexe qui va être l'invention du contour. Bon, dès qu'on fait un contour, eh bien, on capte quelque chose, on capture une apparence, et ça va être la puissance de l'effet de mimétisme qui est associé aux images. Mais je crois que ça n'est pas là que réside l'essentiel du pouvoir des images. C'est que dès qu'on a capté une apparence, on va l'inscrire dans un séjour très différent qui va être à la fois celui de l'immobilité et d'une sorte de durée infinie où les choses ne changent pas. Ce séjour, il porte avec lui une idée fondamentale et un rêve très profondément inscrit en nous, c'est celui qu'il y ait une forme d'immuabilité. Donc, les images, elles donnent une consistance à une idée qui peut-être n'existait pas avant elle et qui est qu'il y a des choses immuables. Et ça, c'est le privilège des idées, c'est le privilège des dieux, et c'est peut-être à partir de ça que l'on va créer des principes et des lois que l'on va suivre. Or, qu'est-ce que va faire une image? Par exemple, vous parliez de l'art des scènes, de cette attention au mouvement. On pourrait dire qu'il y a dans cette représentation parfois très réaliste, très détaillée, quelque chose qui relèverait de ce qu'on appelle le naturalisme. Mais l'efficacité plastique de ces images, elle consiste à transférer une vitalité dont on capte des signes à travers des mouvements, des postures et des attitudes, pour les transférer dans un espace pictural où cette vitalité devient un principe immuable. Et donc, on va simuler une vitalité et que l'on va pouvoir en retour stimuler parce qu'on en a fait un principe immuable, et la peinture va pouvoir être comme cela, on va pouvoir lui accorder un pouvoir d'influence. Voilà. Jean-Philippe Domecq, peut-être on peut essayer de réfléchir au rapport qu'il y a entre les œuvres qu'on regarde et les mots. Les mots et les œuvres. Oui. Les mots et les œuvres. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez qu'il y a des artistes, vous savez sûrement mieux que moi, qu'il y a des artistes qui disent, qui rendent éventuellement une de leurs toiles, et qui disent sans titre. Mais vous dites que, et j'ai lu ça sous votre plume, que les œuvres ne sont rien sans les mots qui les accompagnent. Ça veut dire que ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de parler de la manière dont le regard s'organise, dont la perspective se fixe, au fond, ça nous permet de comprendre ce qu'est l'image que je regarde. Et à partir de là, c'est indispensable. Alors, je voudrais que vous me justifiez ce rapport avec les mots. Pourquoi il y a des artistes quand même qui disent sans titre? Ils veulent pas de mots. Et d'autres qui, au contraire, n'existent que par la glose sur leur œuvre, ou l'art conceptuel qui dit, bon ben voilà, j'énonce l'idée et elle suffit en elle-même. Donc c'est une question que vous posez qui est absolument névralgique, surtout aujourd'hui, au XXIe siècle, où nous héritons d'un siècle qui a énormément réfléchi sur l'art, ce qui a entraîné une tendance que j'ai appelée l'art sur l'art.
hein, c'est-à-dire un art qui réfléchit sur l'art. C'est intéressant parce que l'art, c'est un laboratoire de notre boîtier psychique. Mais en même temps, on ne fait pas que s'interroger sur l'art quand on découvre des œuvres, ou plutôt quand des œuvres nous émerveillent, justement. Alors justement, quand il y a cet émerveillement, il y a l'émerveillement, et en même temps, on s'aperçoit que l'émerveillement sera d'autant plus fort, ou disons, la sensation sera d'autant plus forte, que la réflexion la prolonge. Un plaisir est d'autant plus fort qu'on sait le décrire, cela vaut pour un vin comme pour le plaisir des corps, etc. Et là, c'est pareil au niveau de l'art. Donc, si vous voulez, ce qui est troublant, c'est que l'homme est passionné par la recherche de ce qu'il appelle le réel, qui donne des multitudes de réels. Donc, il construit des langages pour essayer de l'appréhender. Et il y arrive quand même, ça agit sur le corps, la médecine, etc. Et tout. Et de même, évidemment, pour l'art. Mais il faut également des mots pour assimiler ce que chaque œuvre, si réaliste soit-elle, nous permet de percevoir. Car tout réalisme est une abstraction, c'est une perception, un point de vue sur le réel. Prenons un exemple qui est particulièrement fort, c'est le long préambule des mots et les choses de Foucault, la description des Ménines. Et les Ménines fait partie des tableaux, de la peinture qu'on peut estimer très figurative. On reconnaît bien le peintre, les Ménines, etc. On voit même aussi le petit cadre au fond et tout, avec le couple apparemment royal. Je dis apparemment parce que finalement, quand on lit le texte de Foucault, on s'aperçoit qu'on croyait que c'était le couple royal, mais c'est peut-être le couple royal, mais c'est peut-être uniquement un portrait, auquel cas il n'y a pas de miroir, et c'est finalement, qu'est-ce que regarde le peintre? C'est pas le modèle du couple royal, c'est peut-être nous qui défilons depuis 3 siècles et demi devant ce tableau. Vertigineux, autrement dit, lisant le texte de Foucault, on voit encore mieux l'ombre qu'on a sous la lampe, c'est-à-dire ce qu'on a devant les yeux. Donc voilà, l'œuvre d'art a besoin aussi des mots, à condition que les mots soient justement, comme vous le faites par exemple avec votre remarquable livre sur Bernard Monino, voilà, un artiste contemporain extrêmement fin, très important, et les mots de Renaud Egos ont cette justesse, cette beauté d'exactitude que justement ils prolongent et ils accompagnent, et ils nous font d'autant mieux voir ce qu'il y a dans l'œuvre. En revanche, à partir de la spéculation intellectuelle contre laquelle on n'a rien, puisqu'il n'y a pas de regard sans philosophie, sans pensée qu'elle inclut, il y a eu un moment où la théorie sur l'art est devenue un théorisme, c'est-à-dire que finalement, l'émission... C'était plus que des mots, quoi. Pardon ? C'était plus que des mots. C'était plus que des mots. Disons que l'œuvre, elle est là, il y a un support, mais l'œuvre n'est plus qu'un support. Or, ce qu'il y a de fascinant dans les arts, c'est que les artistes pensent, ils sont penseurs aussi, mais ça va au-delà de ce qu'ils pensent, c'est là que c'est fort. Un roman faible, c'est un roman qui ne fait que le décalque de l'idéologie de l'auteur. Un roman fort, c'est un roman qui dépasse largement qui dépasse en tout cas ce qu'a fait le romancier, aussi bien dans le domaine de la sensibilité que du désir, que de la pensée. Renaud Egos, il faut ajouter à ça que, au fond, le langage et votre manière de regarder, par exemple, les images, a évolué tout au cours de votre histoire. Moi, j'ai pris conscience, en ayant 5 livres de vous successifs qui ont eu lieu pendant 20 ans, qu'au fond, votre regard s'était transformé. Et que petit à petit, quand vous avez rencontré, par exemple, la manière dont Merleau-Ponty rendait compte de l'évolution du regard, vous vous êtes rendu compte que, au fond, il y avait peut-être quelque chose à affiner, à transformer. Et finalement, on a l'impression que votre discours vous emmène vers des types d'art différents. Parce que c'est le discours qui évolue et c'est l'art qui vous force à trouver des concepts pour en rendre compte. Certainement, parce que c'est un exercice d'élucidation, mais c'est aussi un accroissement de je dirais pas de l'acuité, ou disons de l'acuité en cela que soudain, on réussit à voir quelque chose qu'on ne voyait pas auparavant, bien qu'on l'avait sous les yeux. Et soudain, cette chose qu'on ne voyait pas nous regarde, c'est-à-dire se met à nous concerner, elle nous intéresse. J'aime bien cette expression qu'il y a quelque chose qui nous regarde. Et je dirais que, par exemple, je n'avais pas... Vous êtes animiste, hein ? Certainement, un petit peu. Oui, c'est d'ailleurs intéressant, parce que moi, quand je suis étonné par le tronc d'arbre, je suis d'autant plus fasciné que je sais qu'il ne me regarde pas. Je suis animiste en ce sens, si on peut utiliser cette image, c'est que j'ai conscience que les mots sont un matériau vivant. Oui.
Et je n'avais pas été assez attentif avant de m'intéresser à des cultures très reculées, que ce soit les cultures du Paléolithique supérieur ou cette culture animiste des San d'Afrique australe, à quel point ce matériau était ancien. Nous nous servons de mots pour échanger, et ces mots n'ont pas beaucoup changé. Et souvent, un écrivain va tenter d'avoir l'expression la plus singulière. Il va essayer d'ajouter au-dessus d'une extraordinaire stratification d'œuvres et de mots, une petite pellicule de mots qui sera nouvelle, qui sera distincte, ce qui est tout à fait louable, parce que c'est comme ça qu'il y a quelque chose de singulier, de personnel, qui peut apparaître. Mais je suis devenu beaucoup plus sensible au fait que ce matériau était ancien, et c'est peut-être pour cela qu'il était vivant, et qu'il est vivant de tous les usages qu'en ont fait avant nous tous ceux qui se sont servis des mêmes mots. Et s'il n'y avait pas cette espèce de vitalité qui est comme un pont temporel, peut-être est-ce que nous serions incapables d'avoir accès à des œuvres anciennes. Nous ne comprendrions rien à l'épopée de Gilgamesh ou à l'Odyssée. Et pourtant, nous pouvons être en absolue sympathie avec eux. Ce qui m'a conduit aussi à avoir peut-être une plus grande conscience du fait que nous sommes nous-mêmes des êtres très anciens. Et que cette ancestralité en nous, elle est beaucoup plus importante que l'ensemble des expériences peut-être très novatrices que nous faisons. Nos grands-parents n'avaient pas de téléphone portable, nos arrière-grands-parents ne connaissaient ni le train ni la voiture. Mais au fond, est-ce que l'essentiel de leur existence n'est pas semblable à la nôtre à travers le spectre des expériences de vie qu'ils devaient traverser? Et c'est un spectre qui est au fond toujours un petit peu le même. Renaud Ego, pour rendre compte de ce que est votre évolution, je terminerai par quelques lignes de votre livre « Vous êtes ici », qui ont retenu mon attention. « Je suis ici dans le jardin d'Outre-Futur, parmi les enfants aux gestes héliotropes. J'apporte ce poème athée de la solitude totale au cœur de l'infranchissable réalité et de la démesure minuscule qui sait le sans-accès et l'assigner dans la jamais ici. J'écris ce poème pour les temps inhumains et qui le sont déjà, tant de la respiration courte au cœur du présent reconduit dans un monde sans autre monde que l'utopie de nos enfants. » Merci à vous pour ce texte. Merci. Merci à tous les deux. Merci. Penser les images, troisième partie. Nos invités sont Nicolas Guilbert et Cécile Guilbert. Alors Nicolas Guilbert, vous êtes peintre et dessinateur, accessoirement photographe, auteur de ce livre qui s'appelle « Voir et regarder l'art », dont les textes ont été écrits par Philippe Comard et la préface a été écrite par Cécile Guilbert, d'où sa présence ici à côté de nous. Alors pour vous présenter, je dirais, Nicolas Guilbert, que bien sûr vous êtes l'auteur de ce livre très original, très intéressant, et qui est au cœur même de notre problématique, à mes yeux, parce que ces 245 photos qui ont été réalisées durant 35 ans, des images qui dévoilent, enfin c'est des images qui dévoilent, je dirais, à la fois votre immense curiosité et en même temps votre humour et votre manière de regarder le réel avec une distance critique assez amusante. Vous êtes l'auteur de Animaux et compagnie que vous aviez fait chez Grasset, et puis vous avez fait des expositions au musée de la chasse, quelque chose qui s'appelait Animonument, je crois. Animonument. Animonument. Paris Paradis, c'est un livre que vous avez publié chez Flammarion. C'est un journal photo, et c'était d'ailleurs couplé avec une exposition au Palais Royal, ouais, que j'avais vue. Et à côté de vous, Cécile Guilbert, donc, qui est votre préfacière, qui est l'auteur de Warhol Spirit, qui avait eu le prix Médicis Essai, qui est l'auteur de Réanimation, où elle parlait de la réanimation de son conjoint chez Grasset. Et puis, pardon ? Elle a un conjoint ? Oui, elle a un conjoint. Ah oui. Et de Roue libre,
qui a été le prix critique de prix de la critique de l'Académie française, et qui étaient des articles qui rendaient compte de la conjoncture idéologique dans laquelle nous sommes. Voilà, dans sa préface, Cécile Guilbert explique que Giacometti était plus intéressé par le regardant que par le regardé. Et quelquefois dans les musées, ce qui l'intéressait, c'était la personne qui regarde. Et il dit que le sublime, pour lui, ce sont au fond les images que sont les visages. Et dans les visages des gens qui regardent, il y a quelque chose de sublime. Et alors en fait, je me suis dit, évidemment, Giacometti, c'est le papa de Nicolas Guilbert. Parce qu'il y a tellement de gens qui regardent dans votre livre, avec des photos, mais pas seulement, mais beaucoup de photos quand même, de gens qui regardent, qu'on se dit que vous êtes vraiment intéressé par le visage de celui qui découvre une image. Nicolas Guilbert. Non, mais Giacometti faisait surtout des visages. Enfin, il a fait beaucoup d'autres choses, mais il a passé son temps à faire des visages, à travailler les visages. Alors, oui, vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui regardent dans ce livre, pas que, parce que ça, c'est un reproche qu'on pourrait me faire, de faire des photographies faciles de gens. Pas de parano, c'est pas un reproche. Vous êtes quand même un chasseur de regard, en quelque sorte. Je suis un chasseur, ça c'est vrai, je suis un chasseur, et j'adore rêver d'images. Et Henri Cartier-Bresson, lui, parlait de l'instant décisif, et Dieu sait s'il l'a fait avec un talent fou. Moi, je suis plus humble que ça. Je pense et je réfléchis au désir absolu de faire une image. Et les musées, c'est pratique. C'est pratique parce que les gens font absolument pas attention à nous, donc ils sont dans un état de voir ou de regarder, parce qu'il y a une différence entre voir et regarder. Justement, alors c'était une question que je me posais. Qu'est-ce que c'est la différence entre voir et regarder ? C'est comme entendre et écouter. C'est la même chose. C'est voir, c'est bon, on voit quelque chose en passant en voiture rapidement. Mais on le regarde pas. Le regarder, c'est de faire attention, c'est de voir votre logo qui est... le B devrait être tombé à l'aplomb du T. Et je pense que... Ça, c'est le regard névrotique, ça. Non, mais tout le monde doit vous le dire, non ? Non, personne. Donc les gens voient et ne regardent pas, en fait. Non, je rigole. Mais c'est ça, en tout cas, c'est une réalité. La mode, on le sait aujourd'hui, est de voir les œuvres à travers l'œilleton d'un appareil photographique. Enfin, là, je parle des visiteurs des musées. Très souvent, ils sont là, derrière leur smartphone, etc. Et donc, ce qui fait que, en fait, vous prenez en photo des personnes qui sont elles-mêmes en train de prendre en photo des œuvres. Et là, il y a une mise en abîme assez vertigineuse, que je trouve formidable d'ailleurs, dans ce livre, comme dans un dédale de miroir. Et moi, j'appellerais ça un jeu de billard à 3 bandes. Donc, est-ce que c'est vraiment ce qui vous amuse, ou alors est-ce que c'est un aspect plutôt contingent de votre travail Non, ça ne m'amuse pas, ça me désole. Ça me désole. Je trouve que les gens, d'abord, il y a trop de gens dans les musées, c'est extrêmement énervant. Ensuite, là, par exemple, ils ont repeint la salle, je crois que ça s'appelle la salle des États, où il y a la Joconde, qui est un tableau pas mal, mais bon, c'est sûr que quand on lit Daniel Arras et qu'on comprend le paysage, etc., grâce à Daniel Arras, la Joconde devient plus intéressante. Mais est-ce que, par exemple, quelqu'un se rend compte que la Joconde n'a pas de sourcils ? Il ne le voit pas. Quand on va là-bas, régulièrement, je m'amuse à taquiner les gens et je leur demande quel est le tableau qui est en face de la Joconde, qui est un des plus grands tableaux du monde. Noces de Cana. Vous l'avez vu, vous ? Oui. Non, moi je pense qu'il faudrait faire une chose, il faudrait construire un bunker, le foutre au milieu du jardin des Tuileries, mettre une fausse Joconde, virer la Joconde du Louvre, que de toute façon personne ne peut voir, parce que dans le livre d'ailleurs... Et derrière une vitre blindée. Dans le livre, il y a une photo de la Joconde, je crois, qui doit dater des débuts des années 80,
où là, il n'y avait pas encore la barrière qu'ils ont construite en bois, etc. On est à 15 mètres de la Joconde. Et comme la Joconde est un petit tableau, on ne voit rien. Comme disait l'autre, on n'y voit rien. Et donc, faisons un bunker, mettons la Joconde dans le bunker. Là, ils iront faire leur selfie à la con et tout, et où ils ne regardent rien. Ils avaient mis la Joconde dans la grande salle incroyable où il y a les tableaux pour les Rubens pour Médicis. Donc, il y a, je sais pas, il y a 25 tableaux gigantesques de Rubens qui sont là, qui sont pas mal, hein, en fait. C'est pas si mauvais. C'est pas si mal, Rubens. C'est pas si mal. Il y a des rouges très beaux chez Rubens. Vous demandez aux gens ce qu'ils ont vu, ils parlent tous de la Joconde, mais personne ne l'a regardé parce qu'ils sont dos à la Joconde avec leur appareil et ils se font une photo Alors justement, prouvant que... Est-ce qu'on n'est pas en face de gens qui finalement prennent plaisir à reconnaître ce qu'ils connaissent déjà? Mais ils prennent aucun plaisir, on leur a dit d'aller là, alors ils y vont. Non, parce qu'ils ont vu les reproductions de la Joconde et en conséquence, ils croient que ça va leur apporter quelque chose de plus. Mais vous allez m'expliquer qu'est-ce que ça apporte de plus de voir effectivement un tableau qui a été reproduit X fois. Peut-être vous, Cécile Guilbert, vous avez une idée de qu'est-ce qu'il y a dans cette recherche étonnante de voir l'original? Ça, c'est ce dont vous parlez concerne tout, hein. C'est ça qu'on appelle le tourisme. C'est-à-dire ça consiste à aller vérifier des lieux dont on vous a parlé et de les photographier avant de les voir. Bon. Et c'est intéressant cette problématique du regard et de la vue, parce que c'est exactement ce dont parlait tout à l'heure Jean-Philippe Domecq et Renaud Rico, c'est la capacité d'attention en fait. Moi, ce qui me frappe dans le livre de Nicolas, c'est qu'il y a évidemment une mise en abîme des regardeurs par rapport aux œuvres, quoi qu'il y ait aussi des photos de certaines œuvres mises en situation, etc. Mais il y a aussi cette capacité d'attention qui fait que la chose peut devenir poétique. Parce qu'en fait, je pense que la poésie n'est que de la faculté d'attention aux choses, en fait. C'est la faculté d'attention qui est une forme de prière, en fait. Hein, si on est par les yeux, comme disait Simone Veil, c'est une forme de prière laïque. Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que, et on l'a très bien vu d'ailleurs pendant la pandémie, c'est qu'on nous a mis tous les musées en ligne en nous disant vous ne pouvez plus aller dans les musées, mais vous allez voir les œuvres par écran. Il y avait déjà eu la perte d'aura dans la mesure où l'œuvre était reproductible, on connaît les Walter Benjamin, tout ça. Et en fait, les gens ne vont pas forcément... Alors, ils vont d'une certaine façon vérifier l'authenticité, qu'ils étaient en présence de cette fameuse aura, mais en fait, elle est fugace, quoi. Elle est captée très très vite par ces appareils. Donc, c'est assez paradoxal, effectivement. Qu'est-ce que vous entendez, Cécile Guilbert, par passer son œil au papier de verre? Vous parlez de Nicolas Guilbert, et vous dites vous passez son œil au papier de verre. Je n'ai pas compris. Alors en fait, c'était une expression, je le cite dans la préface de Guy Le Carrec, qui est un grand photoreporter, et qui disait avant d'aller faire des photos, il faut passer son œil au papier de verre. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine acuité visuelle, ça c'est sûr, mais bon, une forme peut-être d'attention au monde. Je sais que dans le cas de Nicolas, cette expression en fait signifie que d'une certaine façon, il a tellement vu d'œuvres d'art, il est tellement allé au musée depuis sa plus tendre enfance. Il a commencé à dessiner très jeune, à peindre, mais la photo est venue beaucoup plus tard. D'une certaine façon, c'était une sorte de hobby. Et puis après, on lui a dit qu'il était tellement un bon photographe que c'était dommage de ne pas en faire quelque chose. Mais si vous voulez, la photographie, c'est un peu la dernière roue du carrosse, si je puis dire, hein, même s'il est un bon photographe. C'est en fait, je pense que la vision de l'art, et alors là, je mets justement par rapport à ce que disait Philippe Descola et ce que vous avez évoqué avec lui, je pense que c'est très important de dire qu'il a été sensible depuis sa tendre enfance, sans doute à cause de son éducation, à tous les régimes de figuration, en fait. Pas seulement l'art tel qu'on le trouve dans les musées, mais à cette figuration qui est universelle, hein, qui concerne des signes, alors ce qu'on appelle improprement les arts premiers, l'art primitif, mais l'art des peuples, des tribus, etc. Donc, toutes les formes de signes l'ont intéressé. Et il passe son œil au papier de verre, c'est-à-dire que je pense que ça a eu une influence sur la façon dont il fait des photographies, c'est-à-dire qu'il y est sensible à une esthétique déjà, il y a une grande sensibilité à ce que pourrait être la beauté, hein. C'est pour ça qu'il n'aime pas du tout cette photo nihiliste contemporaine où on a l'impression que la beauté s'est absentée. Donc il y a une attention au cadre, il y a une façon de... Vous dites une obsession pour le cadre. Oui, une obsession pour le cadre, mais il en parlerait mieux que moi, je ne vais pas défendre...
sa propre pratique. Mais c'est vrai que, ces photos sont aussi parfois presque picturales. Alors cette obsession pour le cadre se traduit par exemple par le fait qu'il vous arrive de vous balader avec un cadre et de mettre vos sujets dans un cadre. J'ai fait ça, moi. Oui, je l'ai vu faire plusieurs fois. Ah non, mais ça, c'est... Et c'est dans le livre, hein. On voit Non, une photo de deux hommes qui portent un cadre Oui, exactement. dans une cour, et Oui. comme le Et on cadre est voit vide, la cour, voilà. on voit la Oui. cour à travers le cadre. le Ah pavé. oui, c'est au musée de la chasse. Hein, oui. Oui. Ah oui. Non, mais le cadre... Obsession ? Non, oui, parce qu'il faut faire attention, parce que on a une chance formidable maintenant, c'est que les appareils photo marchent tout seuls. Il y a même des aveugles qui font des photos. Donc on a une chance merveilleuse. Toujours eu, hein. Enfin, depuis que la photo existe. Des aveugles ? Oui. Ah bon, Oui. je savais pas. Non, maintenant ça marche tout seul, donc on peut consacrer du temps à travailler son cadre, à faire attention. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est quand une photo ressemble à une peinture, ou qu'on croit que c'est peut-être une peinture. Ça, alors là, je trouve que c'est le plus beau compliment, parce que bon, la photographie, c'est relativement simple, faut pas... on fait grand cas de la photographie, mais bon, c'est un sport relativement facile. La peinture et le dessin encore plus, voilà des vraies difficultés. Alors justement, on évoquait tout à l'heure, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on évoquait tout à l'heure les Noces de Cana, gigantesque et magnifique tableau. Et donc, on sait, je vais y venir à votre photo, on sait le reproche qui avait été fait par le Saint-Office à Véronèse, pour les Noces de Cana, lui reprochant d'avoir mis des bouffons, des nains, un perroquet, des chiens, etc. Et donc, c'était pas rien, le Saint-Office. Et il a eu cette réponse magnifique. Cette liberté est l'apanage des artistes et des fous. Et vous, dans votre formidable photo, donc sur le tableau, avec le tableau de Véronèse en fond, il y a au premier plan une espèce de bande de schtroumpfs avec des casquettes bleues, parce que c'est ça en fait, ils ont tous des casquettes bleues, vous savez, comme les groupes de touristes qui veulent se reconnaître de loin, et ils sont agglutinés devant l'immense toile, comme intégrés à elle finalement, et aux noces elles-mêmes, et vous êtes là. Donc je dirais, est-ce que finalement cette photo-là, que j'aime beaucoup, est-ce qu'elle est la quintessence de votre point de vue justement, que vous avez voulu exprimer en tout cas, une des... Oui, voilà, c'est une des, parce que, comme le disait Antoine, je fais du dessin, de la peinture, des collages et de la photographie. Et donc, dans la photographie, il y a différentes façons de voir le monde. Donc ça, c'est une des façons. Mais non, ce qui est drôle de se promener avec un appareil... dans le tableau. Oui, oui, Ouais. oui. Et puis bon, photographier un Véronèse comme ça, c'est Oui. épatant, parce que les gens, si jamais les gens vous achètent cette photo, ils ont quand même un Véronèse dans leur salon, donc c'est pas mal. Alors, en fait, vous revoyez souvent et vous aimez bien revoir. Peut-être que ce qu'on pourrait discuter de qu'est-ce qui vous manque quand vous avez vu une première fois et que vous avez envie de revoir pour voir autre chose. Alors, parce que c'est compliqué, en fait. Le Louvre est, à mon avis, hein, mais le Louvre est certainement un des plus beaux musées du monde. J'y vais depuis que je suis petit, et j'y vais en moyenne au moins une fois par mois ou 2 fois par mois. Et je ne fais pas toujours des photographies. Il y a des moments où je laisse tranquille l'appareil. Je pense que c'est très compliqué, la peinture. C'est très, très compliqué. Et il faut rentrer dedans. J'avais un tableau fétiche. La mort de Sardanapale. Absolument. Comment vous savez ça? J'ai lu votre livre. C'est dans le Ah oui, livre. Ah ben c'est toi qui l'auras dit. Mais c'est un tableau incroyable. C'est dément. Le cheval qui est en bas à gauche, on ne comprend pas ce qu'il fait là. Sardanapale, il est dans une position... On nous dit qu'il est en train de mourir, mais on a l'impression qu'il est là sur son sofa. Blasé, contemplant tout ouais. ça. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, il y a quelques années, ils ont fait une exposition des dessins de Delacroix. Et le dessin, il y a un dessin préparatoire à l'encre du portrait de Sardanapale qui, à mon avis, est largement supérieur au tableau, alors que le tableau est une merveille absolue. Et Non, il faut supérieur. Est-ce que je peux essayer de comprendre ce que ça veut dire supérieur? Alors moi, je suis content de dire ça parce que tout à l'heure, M. Descola faisait référence aux peintures que des peuples se mettent sur le corps. Ça a l'air simple comme ça.
Mais c'est pas simple du tout, c'est très compliqué. Moi, je mets ça au même niveau que le dessin de la croix. Supérieur, c'est de l'ordre de l'impossible. C'est le merveilleux, c'est la beauté absolue. Ça, c'est supérieur. Bon. C'est l'aura, la grâce. Oui, Descola tout à l'heure parlait du dripping de Pollock. Bon, ça n'a rien de supérieur, c'est affligeant, il est bourré comme un coin et il balance ses trucs et ça n'a aucun intérêt. Enfin, tout le monde peut le faire. Voilà, c'est ça, tout le monde peut le faire. Alors que, par exemple, Picasso, les suites de Picasso, je crois que ça s'appelle la suite Vollard, c'est impossible. Le dessin est tellement incroyable, c'est impossible. C'est de l'ordre de l'impossible. Et c'est ça, moi, qui me fascine et que je trouve supérieur. Ça veut dire que ce qui est beau, c'est l'impossible ? Ouais. Je crois que c'est pour ça qu'il revoit. En fait, c'est pas qu'il va chercher quelque chose qu'il n'aurait pas vu, c'est qu'en fait, il ne cesse de s'interroger sur l'énigme. Vous savez, le mystère, on trouve la solution, l'énigme est insondable. C'est-à-dire que l'énigme, on ne trouvera jamais la solution. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'agencement des formes qui sont tellement extraordinaires qu'on pourrait les contempler sans en percer l'énigme, précisément. C'est ça l'impossible. Aujourd'hui, je pense que c'est ça, mais bon. Aujourd'hui, dans ce que moi j'appelle l'art contemporain, c'est facile. Regardez, même cet Américain-là qui est trader et qui, paraît-il... Jeff Koons. Je ne sais pas, je ne prononce jamais son nom. Je le fais pour vous, justement. Non, mais il fait des pièces qui sont... C'est étonnant, on dirait des voitures. C'est une finition de bagnole. Mais ça n'a pas un grand intérêt. En plus, par ailleurs, ce n'est pas lui qui les fait, ce n'est pas grave. Il peut même y avoir de très très grands peintres qui ne font pas tout eux-mêmes. Les Noces de Cana, il n'est pas tout seul à faire le tableau. Non, mais ça c'est passionnant comme question parce que c'est justement ce que me suggérait aussi la lecture du livre de Descola, c'est-à-dire qu'en fait, si la figuration est universelle et l'art ne l'est pas, il y a une autre chose qui est universelle et qui est rompue aujourd'hui, et là où il y a rupture anthropologique, si vous voulez, c'est la main de l'homme en fait. Parce que le point commun de tous les régimes figuratifs, c'est finalement la main de l'homme et un certain savoir-faire. Parce que qu'on peigne effectivement des graphèmes sur un corps, ou qu'on peigne à la peinture à l'huile comme Léonard de Vinci, ou qu'on peigne des masques, ou qu'on fabrique des totems et autres objets, si vous voulez, il y a toujours un savoir-faire qui est ultra complexe, qui est le fruit d'un apprentissage, qui est le fruit d'un enseignement, qui est le métier. Pour la peinture ou l'art occidental, on dit c'est le métier, évidemment, pour les aborigènes ou d'autres peuples, mais c'est toujours un savoir-faire. Et en fait, ce qui est rompu avec l'art contemporain, dans beaucoup de ses formes, puisque certaines sont produites mécaniquement comme des objets manufacturés, c'est précisément ça. C'est cette vibration sensible de la main de l'homme et du métier. Donc c'est pour ça que là, je pense qu'il y a la vraie rupture, et c'est pour ça aussi que par rapport, quand on parle des formes du visible, c'est-à-dire qu'en fait, on est toujours finalement dans un régime qui est aujourd'hui dépassé d'une certaine façon. Parce que l'art, c'est presque une chose, l'art au sens où on l'entend, dans ce sens-là, c'est quelque chose qui est finalement une forme dépassée, qui est en cours de submersion, si vous voulez, par d'autres choses, par des concepts, par des idées qui s'incarnent et se matérialisent dans des formes où parfois la main de l'homme n'a plus rien à voir. À mon avis, c'est là la vraie rupture. Et dans le livre, qui est plus ou moins chapitré, enfin il y a des chapitres comme ça sur les reflets, sur les gens qui regardent, sur l'amour, sur les cadres, etc. Il y a un chapitre. Nous avons décidé avec Cécile et Comard de ne pas titrer les chapitres pour que ce soit plus facile, enfin qu'il n'y ait pas de rupture trop forte. Il y a un chapitre donc sur l'art contemporain. Et dans les photographies que j'ai regardées à nouveau tout à l'heure, je suis pas méchant, mais je suis pas très tendre. Ils sont un peu ridicules, tous ces gens-là. Parce que vous avez beaucoup d'humour et donc vous arrivez facilement à vous moquer. Non, je ne suis pas un type drôle, mais là on rigole pas. L'art contemporain, c'est quand même assez grave. Pourquoi c'est assez grave ? Parce qu'ils sont en train de tout bousiller.
Ils foutent tout en l'air, avec l'appui des gouvernements, avec l'appui des marchands, avec l'appui du blé, etc. Ils foutent tout en l'air. Nicolas Guilbert, c'est épuisant. Nicolas Guilbert, il se passe la chose suivante. C'est comme les gens n'ont pas appris à regarder et qu'au fond, ils manquent d'éducation dans ce domaine. Ils ne savent pas très bien à quoi se raccrocher quand ils regardent des images. Et la question qui se pose, c'est que ils regardent des images et ils mettent tout sur le même plan. Alors, comment faire pour aider les gens à comprendre Je pense que votre sourire ironique contribue à les faire comprendre. Ce livre, il contribue, Avec l'ironie. À cause de l'ironie, il contribue à faire comprendre. Oui. Mais ça ne suffit pas, à mon avis. Il faut détruire la télévision. Là, on est à la télévision, donc je suis pour... Une certaine télévision. On détruit la télévision, qui est un coin dans l'esprit des gens épouvantable. On n'aura jamais la force de lutter contre la télévision ou les réseaux sociaux, etc. Non, il faut détruire, interdire tous ces trucs-là. Et puis revenir à une éducation, pas forcément classique, mais revenir. Il faut éduquer les gens, il faut éduquer l'œil, il faut... Il y a le regard. Et on peut éduquer l'œil à la télévision, vous savez. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, par exemple. Mais non, c'est pas possible parce que... C'est ce qu'on est en train de faire. Oui, non, mais parce que vous êtes courageux ou presque inconscient même. C'est vrai. Non, mais si on veut éduquer l'œil, il n'y a pas d'autre manière que d'essayer de prendre les moyens de communication les plus publics, non ? Peut-être. En tout cas, je suis allé voir, confirmer ce que je pense de comment il s'appelle, de Baselitz, qui est un très très mauvais peintre. Enfin, ça n'a très peu d'intérêt. Je suis allé voir, je suis resté 2 heures dans l'exposition Baselitz à Beaubourg. Et là, il y avait une conférencière qui, devant un Baselitz, qui doit être peint à l'endroit et retourné parce que c'est malin. Parce qu'il nous fait la leçon sur la Shoah, etc. Enfin, c'est affligeant. Cette peinture est affligeante. Et bien, la dame qui faisait la conférence était en train de comparer un tableau, mais très mal peint, très mal dessiné, sans souplesse, sans rien. Elle était en train de comparer ça avec Pierre Bonnard. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Il y avait des tableaux avec du jaune dessus, alors elle comparait ça à Van Gogh. Moi, j'aime pas beaucoup Van Gogh, mais c'est un peintre, Van Gogh. Alors que l'autre, il est quoi ? Bon, il est allemand déjà, ce qui est une drôle de chose, mais non, ça, il faut pas le dire. En ce moment, les Allemands sont très à la mode. Hein. Dans l'art ? Ah bah oui, là, il y a monsieur Ansel Kiefer, qui est, lui, contrairement à Baselitz, un très grand peintre. Oui. Mais alors là, c'est l'occupation. Nous sommes occupés par les Allemands, pour ne pas dire les Boches. Il habite en France. Hein. Oui, il habite en plus. L'exposition de Kiefer avec des textes de Celan, c'est une exposition absolument fascinante, non pas du tout par le mariage des textes de Celan avec Kiefer, qui est tout à fait discutable, mais plutôt par, disons, le formidable jaillissement de l'œuvre de Kiefer. Ouais. Alors, vous voyez, alors, attendez, à quoi on se heurte là ? On se heurte à des jugements esthétiques qui sont différents. Non, c'est pas un jugement esthétique. Non, mais on n'est pas là pour ça, attendez. Chez Kiefer, dans cette exposition du Palais éphémère, il joue la théâtralité et il joue l'écrasement. C'est-à-dire qu'on arrive là, alors il y a des toiles qui font 18 mètres sur 9 mètres de haut, et d'ailleurs c'est tellement théâtral et tellement mis en scène que ce n'est plus de la peinture, il le prouve d'ailleurs, parce que derrière la très très grande toile, il y a le magasin d'accessoires comme au théâtre, et qui est très beau, mais c'est un très grand peintre, c'est d'une grande beauté, mais moi j'ai pas envie d'être écrasé. Je ne veux pas le gigantisme. Et en plus, je ne veux pas être écrasé par M. Kiefer, qu'on voit partout maintenant. Partout. Comme il est au Panthéon, il est... En face de ça, comment vous définiriez votre pratique de l'art à vous ? Oh mais non, mais moi, il ne faut pas parler de moi parce que je suis un tout petit bonhomme de rien du tout. À côté de Kiefer, je suis un microscopique artiste. Non, la pratique de l'art, c'est d'abord d'essayer coûte que coûte de fricoter avec la beauté. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et puis l'impossible.
Mais bon, il faut des sacrés moyens pour ça. Moi, je suis totalement... Pourquoi il faut des sacrés moyens? Mais parce que il y a des écoles, malheureusement, je ne les ai pas faites parce que j'étais indiscipliné, je suis autodidacte, c'est très compliqué, ça demande énormément de travail. Mais la pratique de l'art, c'est ça, c'est courir après la beauté. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, oui, on peut faire des grandes tartines. En fait, les grands tableaux de Kiefer, c'est pas si compliqué à faire. Il faut des assistants, du matos et du blé. Et un président qui vous passe des commandes. Merci à tous les deux. Alors, je rappelle que ce livre s'appelle « Voir et regarder l'art ». Les photographies sont de vous, Nicolas Guilbert. Le texte est de Philippe Comard. Et c'est Cécile Guilbert donc, qui a écrit la préface. Le livre est publié aux éditions Hercher. Alors maintenant, vous allez fermer votre télévision. C'est le conseil qui vous a été donné. Vous allez fermer votre télévision et peut-être réfléchir à la manière dont vous regardez un tableau, mais aussi une image, tout simplement. Et au fond, est-ce que notre regard peut changer de nature? Est-ce qu'on peut petit à petit, en apprenant la manière dont les populations de par le monde ont organisé leur regard et sous quelle forme de représentation elles l'organisent, est-ce qu'on peut petit à petit découvrir ce que les images ont à nous dire et que quelquefois on ne voit même pas?